On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, tout premier épisode dont On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Nous ouvrons avec la formidable Estelle Brunet, qui est directrice de l'Institut médico-éducatif de Liévin. Bonjour Estelle. Bonjour Laurent. Estelle, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Je vais en profiter aussi pour présenter évidemment La Vie Active, parce qu'il y a encore 2-3 personnes qui ne connaissent pas l'association La Vie Active, mais je me tais, je te laisse te présenter s'il te plaît. Eh bien, comme tu le disais Laurent, je suis directrice de l'IME Louis Flao de Liévin et aussi responsable d'un service d'appui et de soutien au projet autisme ici à La Vie Active. Tu es une référente dans le sujet, si j'ai bien compris. À La Vie Active, oui, je suis une référence dans le domaine de l'autisme. Et alors, ça fait combien de temps que tu rentres à La Vie Active ? On m'a dit que ça faisait quelques années. Bientôt 30 ans, Laurent. Écoute, tu as dû commencer alors que tu étais adolescente, félicitations. Alors, trêve de plaisanterie, je vais rappeler à nos auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas encore La Vie Active, comme je le disais, il doit y en avoir 2 ou 3 à travers le monde. Alors, La Vie Active, c'est une association, vous l'avez bien compris, qui a été fondée en 1964. Donc, un jeune sexagénaire, et La Vie Active, ce sont 4000 salariés, 90 établissements et services majoritairement en Pas-de-Calais et un petit peu en Île-de-France. Et puis, ce sont surtout 7 grands secteurs. En premier lieu, l'enfance, dont on va évidemment parler avec toi Estelle, le travail, les adultes en situation de handicap, le social, les personnes âgées, l'humanitaire et la formation, dont nous allons bientôt parler. Estelle, l'enfance a toujours été partie prenante de l'association La Vie Active. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un IME, un institut médico-éducatif ? Parce que je ne suis pas convaincu que nos auditrices et auditeurs sachent réellement ce dont ils retournent. Alors, un institut médico-éducatif, c'est un établissement qui accueille et accompagne des enfants, adolescents et jeunes adultes qui présentent des troubles, par exemple un trouble du développement intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme et d'autres difficultés, des troubles psychiques et aussi des difficultés sociales. Et donc, les IME, sont effectivement les établissements historiques de notre association, qui a été fondée en 1964, comme tu le disais, par des enseignants pour permettre justement la scolarisation des enfants qu'on disait alors en difficulté d'adaptation. Et donc, les enseignants ont laissé une journée de leur salaire pour permettre la mise en place des premières classes d'adaptation pour ces enfants. Et donc, ça a été le démarrage de l'association. Puis après, on a étendu l'âge d'accompagnement de 14 ans à 16 ans, puis 18 ans. Et ensuite, il a fallu aussi trouver des solutions pour leur permettre d'être au travail. Et on a créé, alors à l'époque, les premiers CAT. Donc, qui étaient les centres d'aide par le travail. Tout à fait. Et que l'on appelle aujourd'hui des ESAT. ESAT, exactement. Comment tu es rentrée, Estelle, à La Vie Active il y a bientôt 30 ans ? En fait, j'étais une jeune utopique. Je voulais aider les autres. Et pour être éducateur spécialisé à l'époque, il fallait avoir de l'expérience pour entrer en formation. Et donc, j'ai cherché à rencontrer des enfants ou bien un autre public en situation de difficulté. Et c'est à La Vie Active qu'on m'a tendu la main pour ma première expérience professionnelle. Donc, je suis arrivée à tout juste 19 ans à l'IME d'Arras. Et 30 ans après quasiment, puisque tu es arrivé en 1996, cela continue. L'histoire d'amour professionnel est toujours là. Tout à fait. En fait, j'ai eu l'occasion de travailler dans les différents ateliers de cet établissement avec les enseignants, les éducateurs. Et en 1996, on ouvrait ce qu'on a appelé à l'époque la première section pour enfants autistes. Il y en a eu 2 à La Vie Active, une à l'IME Jean Jaurès d'Arras et une à l'époque à l'IME Georges Méliès d'Hénin-Beaumont. Et donc, j'ai découvert à cette époque-là ce qu'était l'autisme. Et depuis, nous ne nous sommes pas quittés. Donc là encore, j'allais dire que c'est presque une histoire d'amour. Les collaboratrices et collaborateurs de La Vie Active, vous l'entendrez dans le podcast, sont extrêmement passionnés
Et on a besoin de passion dans des métiers qui sont des métiers de sens, qui sont pas les plus faciles non plus, pas nécessairement les plus reconnus. Donc désolé encore une fois d'employer ce mot amour qui peut étonner certaines ou certains, mais je crois que c'est là et tu en es une magnifique ambassadrice de cette envie et cette passion de travailler depuis 28 ans à la vie active. Oui, je crois que c'est ce qui permet de garder toute sa motivation malgré les difficultés qu'on rencontre, c'est-à-dire de croire qu'effectivement on est utile, d'éprouver le sens du service auprès des personnes, des familles, mais aussi des professionnels qu'on accompagne. Et donc, l'amour des autres, c'est aussi quelque chose qui est particulièrement important. Oui. Alors Estelle, comment est-ce qu'on trouve une place en IME ? Bien, c'est un peu le parcours du combattant parce que, en fait, pour pouvoir entrer à l'IME, il faut avoir tout d'abord une notification de la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap, qui aujourd'hui est celle qui oriente vers les établissements ou services médico-sociaux. Donc à partir des difficultés qui sont repérées chez les enfants et des évaluations, diagnostics qui sont faits, il y a des orientations vers nos établissements. La clé d'entrée, c'est cette notification d'orientation. Et ensuite, forcément, nous avons aujourd'hui à nos agréments un certain nombre de places. Et donc, c'est ce qui fait aujourd'hui défaut, et ça c'est pour toutes les associations, c'est pas seulement le cas de la vie active, mais nous manquons de places dans les structures. C'est-à-dire qu'on a plus de notifications que l'on a de possibilités d'accueil. Donc, de nombreuses personnes sont sur liste d'attente, sont sans solution. Si j'ai bien compris ce que tu nous dis, c'est que ça n'est pas lié aux établissements de la vie active, aux IME de la vie active, c'est tout simplement dû au fait qu'il y a beaucoup de demandes et peu de gens réussissent à avoir cette place en IME. Donc c'est quelque part le système global et non pas uniquement celui de la vie active, c'est bien ça ? Exactement, c'est ça. Toutes les associations vous diraient qu'on est face à des listes d'attente conséquentes avec des enfants qui ont aujourd'hui pas de mode d'accueil ou très peu d'accueil à l'école et donc sont dans leur famille sans solution. Mais pour les familles, justement, ça doit être extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué et c'est ce qu'elles revendiquent aussi, ce qu'elles essayent de faire passer comme message, c'est que aujourd'hui elles ne peuvent plus parfois aller travailler, elles ont d'autres enfants qui ne peuvent pas non plus être bien accompagnés parce que cet enfant en situation de handicap, il a besoin de beaucoup d'attention. Il a besoin de beaucoup de présence et donc les familles qui se retrouvent sans aucun accueil sont effectivement aujourd'hui très en difficulté. Et j'imagine que ce sont souvent les mamans qui font, pardonne-moi l'expression par avance, ce fameux sacrifice. Effectivement, dans notre pratique, en tout cas, ce sont beaucoup les mamans qu'on rencontre quand elles ont la chance d'être encore en couple et de pouvoir partager effectivement leurs difficultés. Eh bien, ça les aide, mais parfois elles sont seules avec un ou plusieurs autres enfants en situation de handicap. Et j'ai envie de dire, plus le handicap est lourd, plus elles sont isolées. Ce que je voudrais aussi préciser, c'est que dans nos établissements, on a parfois aussi des services spécifiques. Par exemple, à l'IME, on a un certain nombre de places dédiées à des enfants adolescents qui présentent un trouble du développement intellectuel et des fonctions cognitives et une quinzaine de places aujourd'hui spécifiques pour des enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Donc, en plus de la notification, il faut avoir un diagnostic posé pour pouvoir être sur une place dédiée TSA, comme on dit dans notre jargon. Donc ça veut dire qu'il faut que les services de repérage et de diagnostic aient posé le diagnostic pour que l'enfant puisse entrer à l'IME. Et donc les critères vont aussi se multiplier en fonction des spécificités de nos établissements. Ce qui doit être, encore une fois, complexe pour les parents et pour les proches de ces enfants. Parce que finalement, c'est un labyrinthe administratif et de diagnostic. Oui, alors aujourd'hui, le diagnostic, même s'il y a eu une évolution, même si des efforts ont été réalisés dans ce domaine, il y a encore des manques et des personnes qui ne savent pas à qui s'adresser pour obtenir un diagnostic. Et une fois que le diagnostic est posé, il faudrait immédiatement
pouvoir agir précocement, puisqu'on sait aujourd'hui que plus on agit tôt et de manière intensive, plus on va pouvoir réduire les troubles et permettre un développement de l'enfant plus simple. Eh bien là, si tout prend du temps, tout prend du retard, l'entrée en établissement également prend du retard, donc les difficultés s'aggravent. L'entrée en établissement peut prendre combien de temps ? Aujourd'hui, moi, j'ai un agrément 0-20 ans. Les enfants qui sont entrés à l'IME ont au plus tôt 7 ans. En règle générale, en IME, aucun enfant n'entre avant 6 ans. J'imagine le calvaire des familles qui comprennent qu'elles ont déjà un ou des enfants différents, qu'elles ont du mal à trouver la personne pour diagnostiquer cet autisme ou en tout cas ce handicap. Comment elles font ? Est-ce qu'elles savent tout simplement vers qui se retourner ? Est-ce qu'elles pensent à la vie active ? Elles pensent pas à la vie active ou aux associations au départ, parce que quand on n'a pas d'enfants en situation de handicap, on ne connaît pas ce monde associatif, on ne connaît pas ce monde spécialisé. C'est-à-dire que on découvre qu'on a un enfant qui a des difficultés, on le ressent bien qu'il a des difficultés, mais on ne sait pas toujours expliquer ce qui se passe. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, on n'est parfois pas entendu en tant que parent quand on explique les difficultés et que il y a encore des discours qui laissent penser que ça va venir, que l'enfant il va parler, que c'est pas si grave que ça. Et donc les familles, elles vous parleraient d'errance. En tout cas, moi, les familles que je rencontre aujourd'hui pour une entrée dans l'IME, quand elles me parlent de leur parcours, c'est le parcours du combattant et de l'errance pendant plusieurs années, où elles se sont senties isolées. Elles ne savaient pas à qui s'adresser. Alors quel conseil tu leur donnerais ? Aujourd'hui, il existe des plateformes de coordination et d'orientation qui sont celles qui vont permettre de poser un dépistage et ensuite un diagnostic. Il faut aussi parler des difficultés avec son médecin traitant qui sont de plus en plus sensibilisés, même si ça c'est un long travail aussi, mais il existe des ressources fiables en ligne, la maison de l'autisme, voilà, sur lesquelles on peut se baser pour trouver les bons interlocuteurs pour démarrer un parcours qui va nécessiter de l'étayage au fur et à mesure. Combien d'années en moyenne cet étayage dont tu parles ? Là aussi, ça dépend en fait des difficultés de l'enfant et de notre capacité à réagir vite et à mettre en place rapidement les accompagnements. Mais il y a autant de parcours qu'il y a de personnes, parce que si on parle du trouble du spectre de l'autisme, les personnes ont parfois le langage, parfois pas du tout. Donc on a des réalités très différentes. Certaines ont des troubles du comportement, d'autres non. Donc en fait, chaque situation est singulière, mais ce qui va permettre de démarrer un accompagnement, c'est déjà d'être entendu. Quels sont les besoins de cet enfant et comment on va pouvoir y répondre, et d'avoir sur le territoire tous ces interlocuteurs qui sont capables de mettre en place des rééducations, orthophonie, des soins et ensuite un accompagnement médico-éducatif. Alors justement, j'allais te poser la question. Un institut médico-éducatif, c'est combien de personnes ? Quels sont les professionnels qui s'occupent des enfants ? Un institut médico-éducatif comme celui de Liévin, c'est 56 salariés et 130 enfants aujourd'hui qui sont accompagnés. Alors je t'avoue, je suis un petit peu sans voix. Je ne m'attendais pas à un effectif aussi colossal, mais combien y a-t-il d'éducateurs pour les 130 enfants ? En fait, ça dépend des besoins des enfants, parce que j'ai une équipe éducative qui représente aujourd'hui 40% de mon effectif, mais qui va concentrer son accompagnement à la mesure des besoins des enfants. C'est-à-dire que je peux avoir un éducateur technique avec 12 adolescents en atelier, et puis un éducateur spécialisé avec 2 enfants TSA qui présentent un trouble du spectre de l'autisme dans un groupe. Donc le taux d'encadrement, il doit s'adapter au niveau des besoins des enfants. Et donc on a des ressources humaines qui en permanence
vont devoir évoluer, s'adapter pour pouvoir répondre aux besoins des enfants que l'on accompagne. Et donc, quand ils entrent, qu'ils sont petits, qu'ils ont besoin d'un accompagnement conséquent, on met les moyens pour les aider à apprendre à communiquer, à se socialiser, comprendre leurs émotions, les accompagner aux toilettes, apprendre à se laver, manger à table le midi. C'est un parcours aussi extrêmement compliqué. Donc, on peut avoir des encadrements 1 pour 1 le midi parce que sinon les enfants ne mangent pas. Et au fur et à mesure aussi de l'accompagnement, de notre travail, de l'évolution de l'enfant, ce taux d'encadrement, il va diminuer. Donc la priorité, ça reste l'enfant. La priorité, ça reste de s'adapter aux besoins de chaque personne. Ce qui est absolument magnifique, tu l'as dit, tout évolue, tout le monde s'adapte à l'enfant pour justement qu'il puisse quelque part réintégrer, si je puis dire, la société un petit peu plus tard quand il sortira de l'IME. J'imagine que cette responsabilité qui t'incombe, parfois ça doit être un petit peu difficile, non ? Oui, c'est une responsabilité difficile parce que justement, quand tu dis c'est magnifique, tout le monde s'adapte, ça c'est intellectuellement, l'idée est que tout le monde s'adapte. Concrètement, la difficulté, c'est effectivement de se remettre en question en permanence, de ne pas avoir peur de ce que l'on ne connaît pas. Quand les enfants arrivent, on ne les connaît pas. Parfois, on pense qu'on va pas savoir faire parce que on n'est parfois pas encore suffisamment formé, pas encore suffisamment expérimenté. Il y a beaucoup de craintes en fait. Et le plus difficile, effectivement, c'est d'accompagner les équipes dans cette évolution permanente des besoins des personnes, des politiques publiques, des nouvelles organisations qui nous incombent et dans un rapport aussi au travail qui évolue sans cesse. Est-ce que tu peux nous donner des exemples du côté éducatif ? Parce que je me dis, un enfant qui soit en situation de handicap, qu'il ait des troubles autistiques, vous lui apprenez à lire ? Qu'est-ce que vous faites, par exemple ? Eh bien, dans l'équipe de l'IME de Liévin, il y a des enseignants qui sont mis à disposition par l'Éducation nationale et qui, eux, vont s'occuper des apprentissages scolaires, donc de leur permettre l'accès à la lecture, à l'écriture, à ces différentes compétences cognitives, et puis des éducateurs qui vont travailler aussi sur la mise en place, par exemple, d'outils de communication pour des enfants qui n'ont pas de langage ou qui ont un langage qui n'est pas toujours compréhensible par tout le monde. Donc, il faut soutenir ce langage, mettre en place des outils qu'on appelle de communication alternative ou augmentée. Donc, il faut apprendre à utiliser, par exemple, des pictogrammes ou des signes ou des synthèses vocales pour aider les enfants qui n'ont pas de langage à communiquer, parce que ça va être l'essentiel du travail dans un premier temps. Et ensuite, un deuxième point essentiel, ce sont les habiletés sociales. Ces enfants vont vivre avec d'autres personnes, à l'IME, dans leur famille, en dehors de l'IME, dans la vie. Et donc, si on ne veut pas qu'elles soient isolées, il faut qu'on leur apprenne à avoir des interactions qui sont adaptées. Donc, comprendre ses émotions, comprendre les émotions des autres, accepter d'être en groupe, savoir se retirer quand on ne se sent pas bien, sans chercher à fuir, à casser, parce que les personnes qui ont des troubles du comportement, souvent, ces troubles sont liés à des problèmes de communication, à des problèmes pour vivre avec les autres, à des difficultés liées à leur sensorialité. Les sens sont particulièrement mis à rude épreuve pour certaines personnes accompagnées. Et ça, c'est le travail des éducateurs au quotidien. On parlait de l'autonomie aussi. Apprendre à manger, apprendre à se laver, apprendre à aller aux toilettes. Ce sont les activités essentielles des éducateurs avec des jeunes enfants. Puis ensuite, on travaille avec les enfants, leurs familles, pour réfléchir à un projet de vie. Et en fonction de ce projet, l'éducateur va mettre en place des activités qui vont correspondre à ce projet.
Si la famille et le jeune veulent aller à un club de sport, comment on fait des démarches, comment on permet à un club d'accueillir un enfant en situation de handicap, c'est le boulot d'un éducateur de permettre à un club sportif d'apprendre à connaître le handicap, d'adapter la pratique pour recevoir cet enfant. Il y a donc beaucoup de pédagogie et pas uniquement au sein de l'Institut. Il faut faire ainsi beaucoup de pédagogie dès qu'on sort, à savoir que le club de sport ou le club de musique ou le conservatoire, mais il faut expliquer les choses. C'est une responsabilité qui est parfois épuisante, sincèrement. Alors ça fait effectivement partie des nouveaux enjeux, c'est-à-dire que les accompagnants des personnes en situation de handicap aujourd'hui, elles ont un rôle important sur cette notion d'inclusion. Elles vont être le vecteur aussi pour permettre aux personnes d'exercer leurs droits, le droit d'être soigné, le droit de faire partie d'un club, le droit d'exercer ses droits de citoyen. Et donc, cette nouvelle fonction-là, ça fait partie de ces changements qui sont pas toujours faciles pour les éducateurs qui travaillent en structure depuis parfois 10 ou 15 ans, de penser l'accompagnement ailleurs que dans nos murs. Donc, alors pour certains, dans certains établissements, il y avait déjà des classes externalisées. Il y a longtemps que la vie active a pensé l'inclusion des enfants en situation de handicap qui sont accompagnés dans nos établissements. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, commun et attendu par les familles et aussi par les personnes elles-mêmes. Estelle, tu viens de parler de l'inclusion. Un mot qui est un petit peu à la mode, mais qui prend tout son sens à la vie active. Mais qu'en est-il de l'école ? Parce que l'école se doit d'être de plus en plus inclusive depuis quelques années, mais qu'en est-il réellement ? Alors effectivement, depuis quelques années, depuis 2005, donc bientôt 20 ans, on travaille sur l'accessibilité, sur l'inclusion. Et bon, l'école inclusive aujourd'hui, c'est une notion extrêmement importante qui tente de se mettre en place. Alors peut-être avec des moyens qui sont pas toujours au rendez-vous. Et c'est aussi un enjeu pour nous, les services médico-sociaux, c'est de travailler avec les services de l'éducation nationale pour que les enfants qui ont le potentiel d'être à l'école, le projet d'être à l'école, les familles qui souhaitent que leur enfant puisse être accompagné dans ces structures scolaires, le soit le plus longtemps possible et avec l'accompagnement nécessaire à côté, puisque les apprentissages pédagogiques, cognitifs sont essentiels, mais l'enfant en situation de handicap, il a aussi d'autres besoins dont on a parlé, qui sont liés aux soins, qui sont en lien avec les besoins éducatifs. Et donc, l'école toute seule, elle ne répond pas à l'ensemble des besoins des enfants. Donc, aujourd'hui, ça c'est aussi un enjeu très important pour nous, c'est de travailler ensemble pour que ces enfants puissent bénéficier de l'ensemble des réponses dont ils ont besoin. Et tout à l'heure, Laurent, tu me disais comment les familles, elles découvrent le secteur associatif. Au départ, leurs enfants vont comme tous les enfants à l'école. On repère des difficultés. Elles sont plus ou moins prises en charge par les services précoces, ce qu'on appelle les CAMS, le CMP, mais tout de suite, l'enfant, les parents vont l'inscrire à l'école. Il va aller à l'école. À l'école, on va repérer d'autant plus que parmi le groupe des enfants, peut-être que celui-là, il fonctionne d'une autre manière. Et donc, ce qui aujourd'hui aussi revient souvent dans les paroles des familles, c'est ce sentiment de rejet. Et c'est ce qui est le plus difficile pour nous, je trouve aussi à recevoir, c'est que les familles arrivent avec ce sentiment que leur enfant, il est plus accepté ailleurs et que l'IME, c'est en fait finalement leur seule possibilité qui va s'offrir à eux. Et donc quand nous-mêmes, on n'a pas la possibilité d'offrir la place, c'est quasiment une dernière porte qui se ferme. Et donc, tout à l'heure, quand tu parlais de responsabilité, ça se situe aussi là, les difficultés que l'on rencontre, c'est de recevoir aussi cette colère et ce sentiment d'exclusion des familles et des enfants qui sont parfois si jeunes et déjà plus acceptés là où ils étaient.
Que de responsabilités, que de défis pour tous les professionnels de l'IME de Liévin et puis ceux évidemment de l'association La Vie Active. Comment vous arrivez encore à recruter des professionnels? Parce que quand on a une pression aussi forte sur les épaules, quand on est un être humain, quand on s'attache évidemment à ses familles, à ses enfants, ça doit pas être évident de ramener ça le soir. Toi, ça fait près de 30 ans que tu maîtrises ça et tu es aujourd'hui la directrice de l'IME de Liévin. Mais comment font tes équipes pour justement arriver à surmonter tout ça? Dans le travail d'équipe, justement, on est plusieurs. Donc, on a des espaces aussi pour parler des difficultés que l'on rencontre. On met en place ce qu'on appelle des groupes d'analyse de pratique, des groupes de parole. On forme aussi, ça c'est extrêmement important, de former les professionnels parce que en fait, ils arrivent avec une formation de base d'éducateurs, de moniteurs éducateurs. Et ensuite, ce dont ils ont besoin, c'est de bien connaître leur public, d'avoir de nouveaux outils pour répondre à tous ces besoins nouveaux qui apparaissent et puis qu'ils aient les outils pour faire face à cette complexité. Et il y a un autre élément aussi important, c'est que il faut que l'on travaille en coopération avec d'autres établissements et d'autres services. Et ça aussi, c'est une force et je pense que c'est ce que on recherche aussi quand on est un travailleur social, c'est à ne pas être isolé. Ensemble, on peut beaucoup plus que tout seul. Et donc, pour aussi se dire, voilà, je rencontre des difficultés, je rencontre des personnes avec des difficultés. J'ai parfois pas la solution, mais je connais quelqu'un qui peut-être va avoir des ressources et qui va pouvoir m'aider. Et donc ce travail en réseau, ce travail de coopération, il est aussi essentiel pour que justement nos professionnels montent en compétences, se sentent légitimes à intervenir avec d'autres pour faire face aux différentes situations qui peuvent se présenter. Estelle, depuis bientôt 30 ans que tu es à La Vie Active, j'imagine que tu dois être extrêmement fière et ça s'entend. Qu'est-ce que tu dis le soir quand tu rentres à la maison? Et à tes amis, à ta famille? Tout le monde sait que je suis fière effectivement de mon travail. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'être au service. Aujourd'hui, est-ce que ce que j'ai contribué à faire est au service des personnes qui sont accompagnées? Parce que on va avoir à faire face aux évaluations externes, à la réforme de la tarification. Enfin, on a énormément d'enjeux qui s'annoncent pour nous. Mais l'essentiel, pour moi, c'est de me dire, est-ce que ça sert les personnes accompagnées? Et si ce que je fais a du sens pour les personnes que j'accompagne, que j'arrive à emmener les équipes professionnelles dans le sens de l'intérêt des personnes, alors on est à sa place. Tu es bien consciente que dans notre monde de 2025 et des années à venir, ce don de soi, cette vocation, ce sens des autres, ce goût des autres, qui sont différents, c'est extrêmement rare malheureusement. Alors oui, c'est sans doute de plus en plus rare, mais moi je suis optimiste. Je pense qu'il faut que, en fait, on sert à ça justement. C'est à nous d'être les ambassadeurs aussi de cette vision du monde. On est justement bien placé pour exprimer la nécessité de ne pas laisser les gens au bord du chemin. On a cette capacité aujourd'hui à La Vie Active de construire un projet social. Et alors, pour tout te dire, Laurent, tu vois, j'ai une fille de 21 ans à qui j'ai pu transmettre cet intérêt. Et je me dis, d'autres jeunes que je rencontre aujourd'hui dans le cadre des entretiens de recrutement sont de tous jeunes professionnels comme je l'étais, comme tu l'as souligné il y a 30 ans. Et je retrouve cet intérêt pour l'autre. C'est à nous aussi de le cultiver et de justement démontrer que ça a du sens et que l'on sert cette cause de permettre à des personnes qui sont les plus en difficulté, les plus fragiles, les plus démunies, de ne pas être seules aujourd'hui. Estelle, on arrive à la fin de notre entretien. J'ai 2 dernières questions qui sont vraiment pas faciles. La première, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ce que j'aime le plus dans mon métier,
c'est de permettre aux personnes d'accomplir leurs projets. Dernière question, et merci pour ta réponse claire et limpide. Si je te dis la vie active, qu'est-ce que tu me réponds du tac au tac ? Humaniste et fraternelle. Oh, écoutez, c'est absolument magnifique. Alors, je le rappelle à nos auditrices et auditeurs, humaniste et fraternelle, c'est la signature de marque de l'association La Vie Active qui a 60 ans. Estelle, je te remercie. Tu as été la toute première à passer dans ce podcast. On est là pour vous. Je te remercie, c'était absolument passionnant. Et je pense que tu as captivé toutes nos auditrices et auditeurs à travers le monde. Merci Laurent. Je t'en prie. Alors, justement, chers auditrices et auditeurs, je vais vous demander plusieurs choses. En premier lieu, c'est de soutenir le podcast. Alors, comment on fait ? C'est extrêmement simple. 5 étoiles sur Apple Podcast et 5 étoiles sur Spotify, et vous vous abonnez à On est là pour vous, le podcast de La Vie Active. Et puis, vous pouvez aussi faire un don. Eh oui, l'association La Vie Active a besoin de dons pour justement faire en sorte que des enfants, des familles, des proches, bref, des gens que vous connaissez peuvent avoir besoin des services de La Vie Active. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site vieactive.fr ou cliquez sur l'onglet Don, T-O-N. Vous ferez une très très belle action. Et allez-y, parce que je le rappelle, il n'y a pas de petits dons. À très bientôt pour un prochain épisode dont On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.